On est bien? Bah, on est bien et toi? Bah du coup, bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. L'intro, mais... Aujourd'hui, la voiture qu'on va essayer, la voiture dont on va mesurer les consommations et calculer les autonomies, c'est... La Renault R4. Dans sa version iconique, grosse batterie, 52 kWh. D'ailleurs, fiche technique immédiatement. Et la fiche technique de cette Renault 4 iconique 52 kWh, bah la voici. Autonomie WLTP 409 km. Batterie, donc on l'a dit, 52 kWh. La chimie de la batterie, c'est du NMC, nickel, manganèse, cobalt. La transmission se fait au roue avant. Le moteur fait 110 kW, soit 150 chevaux. Le couple est de 245 Nm. La voiture abat le 0 à 100 km/h en 8 secondes 2 et elle est donnée pour une vitesse max de 150 km/h. Son poids à vide est de 1537 kg. Sa puissance de recharge en AC est de 11 kW. En DC, on monte à 100 kW pour un temps au 1080 de 30 minutes. Allez, on retourne à la vidéo. Alors, généralement, dans le Ioniq 28 Challenge, on fait un essai complet de toute la partie électrique de la voiture. Mais on l'a déjà fait avec l'essai complet de la Renault 4 qu'on a fait aux Journées Presse Renault. Donc c'est cette vignette-là, voilà, je la mets en énorme. Le lien, il est en bas de la description. Si vous voulez tout savoir sur la Renault 4, allez voir cette vidéo avant. Parce que là, on va vraiment rien détailler. On va pas rentrer à l'intérieur, on va pas montrer l'espace, les rangements, les sièges, tout ça. Tout est décrit dans cette vidéo. Là, on va se concentrer sur la conso, l'autonomie, 2-3 trucs électriques qu'on aurait oublié de dire lors de l'essai parce que là, je l'ai depuis 3 jours. Il y a des petites choses que j'ai vues, surtout des petits défauts finalement à l'utilisation. On va mesurer la régène, enfin on va voir toutes nos mesures et à la fin, il y aura un tableau qui vous donnera les consos, l'autonomie, le temps pour 1000 km, etc. etc. C'est maintenant tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est parce qu'on a plein d'abonnés que Renault France nous prête cette voiture pour qu'on fasse tous nos essais. Donc ça, c'est cool. Et on n'est pas les derniers à l'avoir, quoi. Donc le Ioniq 28 Challenge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on part avec la voiture qu'on va essayer, dont on va mesurer les performances électriques et notre Ioniq 28 là-bas, toujours la même. Alors, C'est pas une comparaison directe. non, C'est vraiment un véhicule témoin. c'est ça, il est présent dans tous les essais. Je crois qu'on en est à 50. Et c'est le dénominateur commun, c'est-à-dire qu'en fait... Comme si toutes les voitures avaient roulé le même jour en même temps. Voilà. C'est un peu le concept. On fait un trajet ville, un trajet route et un trajet autoroute. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez tous les chiffres. Bon, allez, je prends la Ioniq 28, tu prends la R4? Voilà, ce qu'on fait, c'est que je prends la R4 quand ça va pas vite. Et quand ça va vite, j'ai peur, je te laisse Ouais, la c'est Renault ça, 4. c'est ça. Voilà. Ce qui est complètement faux, évidemment, j'ai Ouais. pas peur. Ouais. Je suis un bonhomme. Avant de commencer, petite auto-promo. Si vous voulez une borne de recharge chez vous et vous savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. C'est là, dans le menu, là, en bas. Vous tombez sur un formulaire, il faut le remplir pour détailler votre projet. Et une fois que vous envoyez le formulaire, boum, nous, on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous, ils vont se déplacer, ils vont vous faire des devis. Et vous pourrez tranquillement comparer les prix et services et choisir le meilleur. Ou pas, parce que c'est sans engagement. Et en plus, c'est gratuit. Et ça marche aussi pour la pose de prise renforcée. Sachez que plus de 4000 personnes ont déjà demandé des devis via la chaîne EV. Alors pourquoi pas vous? Rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. Vous pouvez aussi scanner le QR code là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de La Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. On est dans la Renault 4, on va se mettre en condition pour le Ioniq 28 Challenge. Alors ça commence par mettre la force de freinage régénérative la plus forte. Donc ça se passe ici. Ici, on a une palette et ici une autre palette. Quand on appuie ici, ça réduit la force du freinage régénératif. Je monte, c'est ici. Hop. Et quand on appuie sur l'autre ici, elle est là, et ben ça augmente la force du freinage régénératif. Et si je rappuie encore un coup quand je suis en Régène 3, je passe en one pedal. On parlera du one pedal tout à l'heure. Donc, on choisit le niveau de freinage régénératif le plus fort. Donc, nous, on va être en one pedal. Ensuite, au niveau de la clim, on va se mettre en auto. On va le mettre en soft à 22. Les commandes se font par cette barre-là. C'est plutôt sympa, moi, je trouve. Même si des fois, on a envie de cliquer là et il n'y a rien qui marche. Même si ça fait du bruit, ça fait rien. En fait, c'est ici. On augmente, on réduit la température. Par contre, les commandes de siège chauffant, elles se font à l'écran. Et le volant chauffant aussi. Et bien sûr, on se met en mode normal. Alors, il y a plusieurs modes. Donc, on appuie là-dessus pour changer les modes. Confort, éco, sport, perso. Donc, nous, on va se mettre en confort qui est le mode normal. Je vais remettre la conso à 0 et je vais appeler Alex. Il est prêt? Bon, allez, on remet à 0. On y va? Allez, c'est parti. Je passe devant. On active cette petite manette vers le bas.
et on passe en mode D. Donc à l'inverse de la Renault 5, il n'y a pas de mode B. On gère la force du freinage régénératif avec les palettes. Donc il y a le One Pedal. Le One Pedal, on l'a déjà expliqué. Je fais juste un rapide résumé. C'est un One Pedal qui n'est pas permanent. Donc quand on éteint la voiture et qu'on la rallume, il n'y a plus de One Pedal. Il faut donc mettre un coup de palette à gauche à chaque fois. Il est marche avant, pas marche arrière. Et quand on commence à faire des manœuvres, le One Pedal se désactive et il se réactive que quand tu es en marche avant à 15 km/h. C'est un fonctionnement assez bizarre. Finalement, moi, ça me va plutôt. Ce qui serait cool juste, c'est que tu aies le One Pedal tout le temps quand tu allumes la voiture, mais c'est pas grave. Après, on peut aussi le réactiver en dessous de 14 km/h si on le reforce en mettant la palette de gauche. Donc si vous voulez savoir comment fonctionne le One Pedal de cette Renault 4 et de toutes les Renault qui vont l'avoir bientôt, bah, on a fait une vidéo, elle est là, elle est en lien en bas de la description. On explique tout. Faut juste caser les palettes, quoi. Faut juste caser les palettes. Et pas forcément. L'Alpine, elle a pas de palette et elle aura le One Pedal. Ouais, mais elle a une molette sur le volant pour la régène. Exactement. Je pense que c'est la subtilité. En fait, ça compte comme des palettes. C'est une palette rotative. Dans cette couleur, on a l'impression que tu vas partir surfer, là. Tu vois, tu ouvrirais ton coffre et il y a une planche de surf dedans, ça me surprendrait pas, tu vois. Tellement pas. Bon, sinon, pour résumer rapidement, parce que tous ceux qui ont déjà vu la présentation sur notre chaîne, ça va être chiant d'écouter 3 fois le même truc. Enfin, 2 fois, du coup. Bah, en ville, très confortable. La suspension un peu plus souple que la Renault 5, donc vraiment du confort. C'est assez maniable. Le One Pedal, il marche plutôt bien, même si je trouve qu'il est un petit peu faible. On va mesurer ça à la fin de la vidéo. Mais ça pourrait régène. Ouais, non, ça régène bien quand même. C'est juste à la fin du One Pedal, il a tendance à laisser rouler un tout petit peu avant de s'arrêter. Sinon, c'est confortable, ça fait pas de bruit. Voilà, c'est une super voiture pour la ville, quoi. Bon, sinon, moi, j'ai cette voiture depuis 3 jours. Il fait très très bon en ce moment sur le bassin d'Arcachon. Là, il fait 21 degrés, on l'a pas dit. Donc, on est entre les 15 et 25 degrés du protocole. Il fait très très bon sur le bassin d'Arcachon. Donc, généralement, je roule sans la clim. Fenêtre ouverte, bras à la portière, comme un gros beauf que je suis. Ouais, je vois ça. Et j'ai des consos vraiment excellente, genre je suis à 10,2 quoi. Là, avec la clim et tout, on va voir, suivant le protocole. Mais je trouve que cette voiture, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va voir. En même temps, de ce qu'on avait vu avec les ingénieurs de Renault, le travail qui a été fait, c'était justement sur la surconso qu'il y avait avec le chauffage, climatisation, qu'ils ont amélioré. Du coup, sans chauffage, si c'est efficient, ça confirme un peu ça, quoi. Et je voudrais dire un autre truc pendant qu'on est en ville, Alex. Il faut avouer un truc, c'est que quand même, un de mes plaisirs de faire ce genre d'essai, c'est d'avoir un véhicule que personne n'a et me balader en ville avec. C'est un truc que quand toi t'étais petit, que tu voyais des voitures pour la première fois de ta vie dans la rue, t'étais ouf parce que c'était génial. Bah là, c'est moi qui l'a conduit, c'est vraiment, ça rend trop fier. Mais cette Renault 4, force est de constater que les gens se retourne beaucoup moins que je pensais. Elle n'a pas le sex appeal de la Renault 5 ou de l'ID Buzz, quoi. Ouais, je suis d'accord. En même temps, ça va un peu dans l'ADN de ce modèle. Le but, c'est qu'il soit encore plus grand public. Et tout le monde n'assume pas d'avoir une voiture effet waouh aussi. Hein. Tu vois, là, la route, elle est vraiment dégradée. Mais le confort, c'est vraiment incroyable. Et tout ça en ayant quand même un comportement dynamique. Bon allez, on s'étale pas plus sur la voiture. Vous la connaissez si vous avez regardé la vidéo de présentation sur la chaîne. On se retrouve à la fin de la ville pour voir... Bah non. J'allais dire on se retrouve à la fin de la ville pour voir les consommations, mais non. On se retrouve à la fin de la ville pour faire un Shifumi. Salut. Voilà, super. Et voilà comment on se retrouve. On arrive à la fin de la ville déjà. Est-ce que tu as une conso de folie comme tu as pu le faire sans chauffage? Je regarde pas, je regarderai à la fin. Mais là, on est dans des conditions complètement incroyables. Il n'y a pas de bouchons, donc il y a des ralentissements normaux, etc. Il fait 22 degrés, un peu de soleil, mais pas trop. Là, normalement, meilleures conditions possibles pour faire une bonne conso. D'ailleurs, je pense que la Ioniq 28, là, la conso, elle doit être incroyablement basse. Non. Elle est dans la norme pour moi. J'ai un peu d'air frais, hein, donc je pense que la clim tourne un petit peu quand même. Bah ouais, mais il fait 22 dehors, c'est pas normal. Bah ouais, bah pourtant c'est à 22. Bon, bah, expérience urbaine excellente. Rien à dire pour cette voiture. Putain, tu dis voiture, ça c'est fini automobile? Je le dirai dans la vidéo, ouais, t'inquiète. Dernière possibilité de baisser la conso, même si on le rappelle, on fait pas d'éco-conduite, on conduit vraiment normalement, on se suit, donc normalement les deux conduisent pareil. Je raccroche. Hop, je prends une photo. Bon, bah, c'est pas mal finalement. Bon, il y a un truc qui est énervant sur cette voiture, c'est qu'il n'y a pas de mode P, de mode parking. Sur les Mégane, au bout du commodo de marche avant, marche arrière, il y a un bouton pour passer en mode P, en parking. Là, vu que sur la Renault 5 et la Renault 4, ils ont fait ce petit truc là qui s'appelle l'espèce de bâton de rouge à lèvres que tu peux customiser, tu peux en mettre d'autres, bah, il n'y a plus de bouton. S'ils ont viré le bouton parking juste pour faire un truc personnalisable là, je vais aller chez Renault, je vais tout péter. C'est une très mauvaise idée. Donc en fait, quand tu arrives quelque part et que tu veux juste ne plus bouger, tu sais pas vraiment ce qu'il faut faire. En fait, il faut tirer ici le frein à main. Tu es au frein à main, mais je suis encore en mode D. Je suis encore en drive. C'est que quand tu te détaches,
Voilà, hop, c'est passé en N. Ou que tu ouvres la porte, que tu passes en N. Je trouve ça trop bizarre. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Bon, on va faire une compète de vitres quand même. Ah merde! Bon, il a gagné. Il s'est trompé de fenêtre, il a ouvert celle du conducteur. Si j'ouvre pas la bonne fenêtre, ça rend moins bien. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, on l'a déjà fait lors de notre voyage au Portugal pour l'essayer la première fois. Il y a un custode à la porte arrière. Du coup, on se dit, bah c'est bon, ça va tous ouvrir. Bah, c'est pas bon. C'est incompréhensible. Pour rappel, la Ioniq 28 qui a aussi un custode. Voilà. Elle est trop bien cette voiture quand même. Mais oui. Bon, on passe à la route. Le parcours routier, c'est 25 km composé en grande partie de portions à 80 km/h avec des ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Eh, un Shifumi du coup. Petit Shifumi pour savoir qui passe en premier. Je sais pas pourquoi je veux rejouer à ce jeu là en fait. J'insiste en plus. Ça va être un peu maso. Vas-y. Shifumi. Et c'est... T'as senti la... Oiseau. C'est comme ça. Arme à feu. Pierre, feuille, ciseaux. Bah t'as gagné alors. Bon bah comme d'hab j'ai perdu. Bon allez, je passe devant. Même si ça n'a aucun avantage. Tu seras sûrement intéressé de savoir que la voiture compte les consommations à l'arrêt. Ah, c'est une bonne chose. Allez, je remets à 0. Allez, je passe quand même derrière pour que tu fasses ton test. Je suis en neutre. Je passe en marche arrière. Alors, j'ai pas de bip bip, mais quand Alex arrive, là, j'ai la petite flèche rouge qui dit « il y a quelqu'un ». Il pourrait y avoir un bip bip quand même, mais bon. Par contre, si quelqu'un arrive par derrière alors que j'ouvre la porte, ça m'avertit que je risque de tuer quelqu'un ou me faire arracher la porte. Ah, c'est bien ça. Donc on part sur la route évidemment, je passe devant et puis en plein milieu de la route, on fera un changement de position pour pas qu'il y ait d'avantage aérodynamique. Sur la route, on va parler vite fait des aides à la conduite, mais très vite fait parce qu'encore une fois, on en a parlé dans notre vidéo de présentation de la voiture. Renault, pour les aides à la conduite, c'est vraiment cool. Le régulateur, c'est vraiment très très cool. C'est comme on le dit à chaque fois, c'est dans ce qui se fait de mieux en fait. BM, Renault, Volkswagen, ça reste des très très bons autopilotes quoi. En fait, les trois se ressemblent beaucoup, ouais. Donc vite fait, le régulateur il est très cool, très sympa à utiliser, il est assez vif, etc. On peut synchroniser la vitesse du régulateur à celle des panneaux de façon automatique ou manuelle. Et quand on est en manuel, on n'est pas obligé de faire plus moins, plus moins. Il y a juste un bouton à appuyer pour synchroniser. C'est-à-dire si je roule à 80 et qu'il y a un panneau 90 qui passe, j'appuie sur ce bouton-là et je suis directement à 90. Donc ça, c'est vraiment très cool. Autre petit avantage, elle peut s'adapter à la route. Là, par exemple, il y a un logo rond-point qui apparaît sur mon tableau de bord. La voiture ralentit toute seule. Je suis à 35 dans le rond-point, ça va un peu vite. Et hop, ça réaccélère en sortie de rond-point. Voilà, bon bah c'est cool. Super régulateur et puis on le verra tout à l'heure sur l'autoroute avec Alex, c'est vraiment trop bien quoi. Par contre, le lane assist, il n'est pas foufilou. Il marche bien, il fait le job. T'as quand même un sentiment de sécurité qui est pas trop mauvais, mais il peut décrocher très vite dès qu'il pleut, il décroche. Enfin bon, voilà quoi. C'est ça. En fait, il marche bien dans des bonnes conditions météo, et sauf que c'est justement quand il y a des mauvaises conditions, du brouillard, la nuit, de la pluie, etc. Où là, du coup, ça peut être un élément de sécurité complémentaire. Bah là, il est un peu pas inexistant, mais moins présent quoi. Mais on va faire un autopilote challenge avec cette voiture et je pense qu'elle va pas avoir des bonnes notes. Malgré qu'on apprécie le régulateur et l'autopilote de cette voiture. Non, mais elle aura des bonnes appréciations, mais dans toutes les épreuves de lane assist, à mon avis, ça va pas être fou. Et dernière chose, il n'y a pas de volant capacitif, mais le volant, il est tellement sensible qu'un micro-mouvement, enfin juste poser les mains dessus en fait, ça fait que vous n'êtes jamais rappelé à l'ordre, donc ça c'est très cool. Et dans l'autopilote challenge, vous verrez comment la voiture réagit quand on simule un malaise et qu'on ne touche plus au volant. Ils ont fait quelque chose? Tu verras. Bon allez, ce que je vous propose, c'est de se retrouver à la fin de la route. Salut! À tout de suite. Bon, on se rapproche de la fin du trajet route. Alex est passé devant, vous le voyez là? La magnifique voiture bleue. Bon, j'avais 2-3 trucs à dire que j'ai oublié de dire. Moi, je trouve que dans cette voiture, il y a quelques détails d'ergonomie. J'ai parlé tout à l'heure du mode parking qui a disparu. Ça, c'est vraiment chiant. Il y a aussi le bouton power ici. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans la voiture, elle s'allume et tu as l'impression que tu peux partir. Et quand tu sors, tu sais jamais si tu l'as éteint ou pas. Et c'est vraiment pas ouf. Il y a des voitures pour lesquelles l'allumer et l'éteindre, c'est moins pénible parce que tu vois bien qu'elle est allumée, tu vois bien qu'elle est éteinte. Là, c'est pas vraiment le cas. Je me suis laissé entendre dire que chez Renault, ça discutait pour supprimer ce bouton power. Alors vraiment, j'appuie sur le bouton, je suis pour. Enlevons ce bouton power qui, dans cette voiture, est vraiment plus pénible qu'autre chose. Déjà, pour le bouton power, moi perso, j'aime les boutons power.
J'aime avoir la possibilité de vraiment allumer ou éteindre ma voiture. Par contre, un autre élément que je voulais dire, c'était sur le levier de sélection de vitesse, marche avant, marche arrière. Moi, je trouve que ça arrive souvent quand tu manipules de mettre la marche arrière et en fait tu l'as pas passé, repasser en marche avant, en fait t'es encore en marche arrière. Il y a des fois dans tes manœuvres, pour faire des manœuvres rapides, faut soit y aller comme un bourrin avec le levier. Voilà, je trouve que le feeling n'est pas toujours au top. Et je vais te dire un truc, il y a aussi quelque chose que je trouve pas ouf, alors là c'est vraiment un détail, c'est que parfois tu sais t'es au régulateur et pour couper ton régulateur, tu mets juste un petit coup sur le frein. Je sais pas si tu fais ça toi. Ouais, juste pour le décrocher, un petit cloc. Ouais, tu fais juste un petit tac et ça coupe le régulateur. Et ben là, faut faire un tac qui va un peu plus loin que sur les autres voitures. Donc du coup, tu fais un à-coup et du coup, c'est pour tes passagers, voire pour toi, c'est pas hyper agréable quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est dur de passer de la marche avant à la marche arrière rapidement. C'est parce que le capteur du frein, il est un peu plus loin que sur les autres voitures, tu vois. Faut vraiment freiner plus que sur les autres voitures. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça d'ergonomie qui sont pas ouf, où ça pourrait être amélioré avec pas grand chose. C'est vraiment des micro-feelings en fait qui gâchent un petit peu l'expérience, alors qu'en fait il suffirait de pas grand chose, des petits grains de sable quoi. C'est pas pour ça que t'achètes pas la voiture. On arrive à la fin du parcours de route. Alors est-ce que ça braque cette R4? Oh oui. Et t'as failli me faire l'avant, oui. Incroyable. C'est pas mal. Je prends une photo avant de faire toutes les autres manœuvres. Waouh, putain, c'est excellent. Voilà. Là, il manque un mode P, putain. Frein à main, N, porte, voilà, je suis bien. Ah, ça me saoule. Ah ouais, ça je comprends pas. Ça me fait câbler. Bon, maintenant, on change de pilote parce qu'on passe à l'autoroute et c'est Mister Autoroute qui va s'y coller. Ah, je suis Mister Autoroute, moi. Ouais. Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Putain, comment il conduit à 4 km là? Pourtant, il n'y a pas des grandes jambes, je comprends pas. C'est un mystère. Alors n'oublie pas, avant de remettre à zéro, faut que tu reprennes une photo. Attends, déjà, faut que je connecte mon téléphone. T'oublies pas, hein? Oui? Hein? T'oublies pas, hein? Déjà, faut que je réussisse à connecter mon téléphone. Je sais même plus où c'est là. Bon, bah ça y est, on est prêt à partir pour l'autoroute. Ah, Shifumi? Non. C'est bon, je te laisse la place. Non, allez, vas-y. Shifumi. Allez, je passe devant. Ah, mais c'est quand même lunaire. Mais comment on peut expliquer ça? Allez, c'est parti. Attends, alors donc, tu prends une photo de la conso maintenant. Ah oui, c'est vrai. Je remets à zéro. Et on est parti. One pédale, hop. Je passe devant, eh oh. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, j'ai gagné Shifumi, ça va pas ou quoi? Ah mais j'aurais pu tricher aussi. Allez, on est parti. C'est j'ai gagné le Shifumi, tu fais quoi là? Bon, j'ai fait une vidéo qui est déjà passée sur la chaîne. Un road trip avec la Renault 4. Il faisait 35 degrés dehors, j'étais à 24 à la clim. Donc normalement la clim devait travailler beaucoup, j'ai eu des consos incroyables. Mais je me demande s'il n'y avait pas un peu de vent, je me demande si j'ai pas été... Voilà, ça me paraît bizarre d'avoir des consos aussi faibles alors que la Renault 5 elle a des consos énormes. Même si Renault dit avoir retravaillé le chauffage, ça me paraît énorme d'avoir une telle différence. Donc là, consommation normalisée selon le Ioniq 28 Challenge. Avec la Ioniq 28 en comparaison, on va voir s'il y a vraiment un effort qui a été fait sur la Renault 4 par rapport à la Renault 5. Je suis vraiment curieux d'avoir le chiffre. Donc à l'aller, je me mets à 130 au régulateur, Alex se met à 130 au sien, et vu que moi à 130 je suis plutôt à 125, il est derrière moi, il est ajusté à ma vitesse, et au retour on va changer de position, il va passer devant moi, il va se caler à 130, et moi je me mettrai au régulateur à 135 en gros, et je me collerai derrière lui, et comme ça on est toujours à la même vitesse tous les deux. Bon, en tout cas là on vient de partir sur l'autoroute, je reprends la main de cette R4 que j'ai pas connue depuis le Portugal, et tout de suite franchement récupérer les commandes de régulateur, d'autopilote Renault, c'est juste... tellement parfait. Là, je monte, j'appuie sur un bouton, paf, ça passe à 130. Tout est réglé. C'est vraiment trop bien. Et alors, on va pas faire la démo, mais c'est pareil. Quand tu doubles, tu mets le clignotant, elle part comme une fusée. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, je venais d'activer le régulateur. En appuyant sur le bouton, il s'est mis à la vitesse des panneaux, donc 130. Et là, il y avait une voiture, donc j'étais à 110. Je mets le clignotant, elle accélère. Change de voie, je remonte à 130 tout seul, sans rien toucher. Sans toucher à pédale accélérateur, comme certaines marques qui coupent carrément le régulateur quand... on change de voie. Mais non, jamais personne ne ferait ça. Bon, rapidement, on fait le point sur l'autoroute. On en a déjà parlé dans la vidéo de présentation dont je vous parle depuis le début. Ça charge en 30 minutes le 1080. Ça mériterait pour moi un petit peu plus d'autonomie quand même. Donc, il y a un planificateur intégré à la voiture qui est... Android Automotive.
avec Maps. Il y a beaucoup de gens qui l'encensent. Moi, je trouve qu'il est bien. Il y a le pourcentage à destination, etc. Enfin, la voiture t'indique quand tu définis un point à combien tu vas arriver et c'est plutôt fiable. Donc, c'est top. Par contre, pour chercher des bornes et le trajet qu'il te préconise de base, en général, c'est un peu pourri, je trouve. Ce qui est pas mal, c'est que quand tu cherches un itinéraire et qu'il te propose des bornes et qu'après tu veux changer certaines bornes, il t'indique pour chaque borne qu'il te propose le détour en temps que ça te fait faire. Et ça, c'est un des seuls à le proposer. Et ça, c'est plutôt pratique. Alors, oui, mais il te dit pas à combien de kilomètres est chaque borne. Donc en fait, des fois, tu sélectionnes une borne, mais finalement, elle est plus près, c'est nul. Ouais, sinon, comme la plupart des modèles électriques maintenant modernes, il y a un préconditionnement de batterie qui permet de mettre la température de la batterie à la température optimale pour pouvoir prendre toute la puissance lors de la recharge. Sauf que, alors là tu m'arrêtes si je me trompe, il n'y a pas d'indication de préconditionnement activé. Donc on n'a pas d'indication sur le tableau de bord qui nous dit voilà, le préconditionnement est en cours, donc on ne sait pas s'il se met ou pas. Et il n'y a pas de préconditionnement manuel. Par contre, si tu veux naviguer sans planifier, tu n'as pas de préconditionnement manuel que tu peux lancer quand tu sais que tu vas être rechargé dans 20 minutes. Bon, sinon la voiture elle est compatible plug and charge, elle est compatible auto-charge. Alors si vous savez pas ce que c'est, allez voir sur Instagram la chaîne EV. Le premier reel épinglé, ça explique la différence entre les deux, comme ça vous comprendrez tout. Mais elle est compatible avec les deux, donc tant mieux. Et alors le confort, Alex, bon c'est une autoroute, donc il n'y a pas trop de boss, mais... Par rapport au meilleur modèle, c'est genre par rapport à ceux-là que je vais comparer, mais je trouve qu'il y a un petit peu de bruit d'air. Alors c'est très acceptable, mais c'est plus bruyant que les meilleurs du secteur, on va dire. Allez, ben voilà, on a fait la moitié de l'autoroute. Maintenant, on sort de l'autoroute, on fait demi-tour et on en profite pour changer les positions. Allez, vas-y, fais l'extérieur. Tout ça pour te voir à l'écran. C'est pas faux, c'est pour passer à la télé. Et on est reparti. Si là la conso elle baisse encore, c'est très très bien. Hein. Tu trouves pas que le train avant, il est hyper précis? Bah après c'est du train avant Renault, hein. Faut avouer que Renault ils ont toujours été très bons avec les trains avant. Quand on prend à l'époque le Clio Williams, Clio 16 soupape et tout, les trains avant ils savent faire. Mais la R4 va bientôt sortir en 4 roues motrices. Ça veut dire que Renault est capable de mettre un moteur à l'arrière de cette plateforme. Ça c'est très intéressant. On verra ce que ça donne. Ça s'appelle la R4 Savane. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'arrêt du régulateur en effleurant la pédale de frein. Et là, je viens de le vivre à l'instant. Et c'est vrai qu'il faut quand même bien appuyer. C'est un petit détail, hein. Mais ouais, c'est le petit feeling que tu vas répéter plein de fois sur la route. Et plein de fois, tu vas te dire, ah, c'est dommage. Après, tu peux couper le régulateur au bouton 0 sur le volant. Mais voilà, bon. Bon, allez, bon, on se retrouve à la fin de l'autoroute. Bon allez, on arrive à la fin de l'autoroute. Là, la Renault 4 d'Alex, elle est devant moi avec le soleil derrière. Donc j'ai le soleil qui tape dans sa peinture qui est métallisée un peu avec des petits reflets nacrés là. C'est de toute beauté. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais comme on se le disait tout à l'heure en off, et du coup on va le redire maintenant que c'est enregistré, je trouve que l'extérieur de la Renault 4, ça fait vraiment voiture fun, etc. Et l'intérieur en iconique comme ça fait trop sport, trop cuir, trop garçon. Et on aurait plus vu un intérieur type Inster avec un petit tissu de siège, pied de poule, des trucs un peu plus 70s presque. Que là, ça fait trop sérieux l'intérieur, je trouve. Et même des sièges peut-être un peu plus souples. Moins sport justement par rapport à ça. Ah ouais putain, rappelez-vous dans la vidéo de l'essai Renault 4 ce qu'Alex disait à propos des sièges. Et au niveau confort des sièges, Alex? C'est un peu mou. C'est mais... dur. Ah non, c'est un petit peu mou, moi je trouve. C'est dur. Et maintenant, Alex, qu'est-ce que tu penses des sièges? Non, ils sont plutôt fermes. Non, ils sont plutôt fermes. C'est très, ça fait très siège Volkswagen quoi. Après, j'aime beaucoup les sièges. J'aime beaucoup la fermeté comme ça. Hein. Je dis pas que c'est pas bien. Je disais juste que je trouvais ça dur. Et toi, tu trouvais ça mou? Il dit juste qu'il a raison. C'est ça qu'il va entendre. Oui, JC, t'avais raison dans cette vidéo. Je m'étais fourvoyé. Voilà. Bon, on a terminé. Photo. On pourrait dire que je l'ai caressé dans le sens du poil, mais il en a plus trop sur la tête. Mais je t'ai caressé la barbe dans le sens du poil. Non mais il va être content en plus avec cette conso là. Mais j'ai consommé très peu. Hein. Donc en consommation normalisée, la Renault 4 elle va remonter par rapport à ce que tu as là. Ah ouais, bon. Tous les chiffres, tous les résultats, à la fin de cette vidéo, on vous fait un reveal de toutes les consos. Parce que moi-même, je ne sais pas la consommation de la voiture. Donc je suis très pressé de savoir. Tout de suite, on mesure la régène de la Renault 4. Parce qu'attention, par rapport à la Renault 5, il y a une nouveauté. Il y a le One Pedal. Et le One Pedal, il régène plus fort que le niveau 3 de la Renault 5. Et surtout que là, on va vraiment aller jusqu'à l'arrêt complet sans nous rien faire. Donc là, c'est vraiment que la voiture qui va s'arrêter. Donc potentiellement encore des meilleures performances que ce qu'on a pu faire avec la Renault 5. La distance de régène de la Renault 5 pour passer de 80 à 0 km/h,
Oui. C'était 162 mètres. Ah, c'était beaucoup, ouais. Et nous, on dit qu'entre 120 et 150, c'est vraiment la bonne zone où c'est le plus agréable. Donc je pense que celle-là, elle va être dans la zone. Alors, elle est dans la zone, mais j'aurais du mal à penser qu'elle va en dessous de 140. Ouais, moi je mets 140, moi. Bah, je dis 140. Ah bah j'ai dit 140 aussi, donc voilà, là, il y a... Allez, je mets 141. Rendez-vous pour le test de régène. Vous voyez Alex, là? Eh ben, il s'en va au bout de cette rue, là-bas. Il va se mettre à 80 km/h au régulateur et quand il va passer devant moi, il va couper le régulateur et il va se laisser ralentir vu qu'il y a le one pedal jusqu'à l'arrêt et on va voir combien de mètres la voiture parcourt pour aller de 80 à 0 km/h. Ça donne une idée de la force du freinage régénératif. Donc on est parti. Je me rends compte que j'ai pas encore dit caca dans cette vidéo. Et si? Je suis déjà arrivé à 80, donc juste à faire résume. Elle va monter à 80 toute seule. Hop, 80. Quand j'arrive au niveau de 10C, hop, Allez, hop! je coupe. Allez, il a coupé son régulateur. Et on attend qu'elle aille jusqu'à l'arrêt complet. Ça freine très court. Hop, arrêté. Waouh! 136 mètres. On a fait 2 essais, 2 fois 136 mètres. Alors mieux que 136? Rien à voir. 136 mètres. La moyenne, elle va être difficile à calculer là. Bah, faut faire 136 plus 136 divisé par 2. T'as une calculette ou pas? Attends, je sors le téléphone parce que là, j'y arrive pas de tête. Hein. On va calculer ça et on vous dira, mais ça doit pas être loin de 136, je pense. Par là. Allez, le verdict va bientôt. Attends, je dis vas-y. Je dis vas-y, t'attends 3 secondes et tu vas. Vas-y. Allez, le Mais verdict. non, t'attends 3 secondes, j'ai dit. Oh, tu m'emmerdes, hein? Vas-y. Non, mais je réponds plus. C'est Allez. bon, je suis prêt. On commence par la Ioniq ville. 28. La ville. Et là, oui, mais voilà. la ville avec la Ioniq 28. Là, il y a un tableau qui s'affiche ici. Ça Il fait, est vide en bas. pour l'instant. Et il va se remplir. Donc la ville, avec la Ioniq 28, on a fait nos 16 km habituels, une moyenne de 34 km/h. 15-9. D'ailleurs, je voudrais dire un truc vite fait. Je fais un petit break. Il y a une espèce de scandale qui a éclaté à propos de Tesla qui calculerait pas bien les kilomètres. Il y a des gens qui ont fait des tests et qui relèvent des différences, mais de l'ordre de 2-3%. Nous, à chaque fois qu'on fait nos tests et qu'on regarde les deux parcours des deux voitures, c'est jamais le même chiffre. Moi j'ai 16,2. Et moi, j'ai 15-9. On a fait la même distance. Ouais. Donc la Ioniq 28, elle a fait une Je consommation. trouvais ça important de le dire. Non, mais... C'est pas pour te couper, hein, mais Non mais je veux que tu apprécies. parce qu'après, on n'est pas précis et les gens nous le disent en comment. On va laisser, je pense que tout seul il est mieux en fait. Ça, je m'en fais. Alors en ville, la Ioniq 28 a fait une consommation plutôt normale. Elle a fait un 9,2. En ville, cette petite Renault 4, qui est quand même haute, 17 pouces. Remarque, 17 pouces, c'est pas très grand. Hein. Tu cherches des excuses. Là, je sens que tu commences à chercher des excuses. Non, 11,6. C'est correct. C'est bien. C'est très bien, 11,6. Ouais. Allez, on passe à la route. Allez, pour la route, on a fait 25 km, Ouais. une moyenne de 65 km/h et une consommation de 10,6. Eh bien, moi j'ai fait 11,6 en ville, j'ai fait 11,9 sur la route. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Là. Mais oui, c'est bien. Hein. Alors maintenant, on passe à l'autoroute. Et à l'autoroute, on a inversé les positions dans les voitures. C'est toi qui as conduit la Renault 4, donc ce qu'on va faire. C'est qu'on inverse de position. Voilà. Sur l'autoroute, donc on a fait 87,4 km, Non, 86,5. tu vois, à 117 km/h de moyenne. Donc C'est une bonne moyenne. Ouais, c'est entre 115 et 120, quoi. Donc c'est bien, hein, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et la Ioniq 28, elle a consommé 15 kWh au 100. Ah ouais, c'est bas quand même. Oui, c'est bas. Mais pas tant que ça. Ouais, enfin, c'est pas mal quand même. Vas-y. Bah, elle a fait moins de 19, elle a fait un 18,9. Voilà. Exactement la conso que j'ai relevée lors du road trip. Donc évidemment, toutes les consos sont affichées ici. Avec dans le les tableau. écarts de consommation qui sont là surtout. C'est ça qu'on va utiliser pour classer la voiture. D'ailleurs, pour classer la voiture, eh ben, on l'a fait. On a fait tourner les machines et ça fait un classement avec des tableaux. C'est parti. Et c'est parti pour les stats, alors on vous explique comment ça marche. Dans un premier temps, on calcule les moyennes de conso de la Ioniq 28, une moyenne basée sur les 45 essais précédents, plus celui d'aujourd'hui. À ces consos moyennes, on applique les pourcentages d'écart qu'on a relevés aujourd'hui, à savoir 26% en ville et sur autoroute et 12% sur route. Et ça nous donne les consommations suivantes pour la Renault 4, 11,7 en ville, 11,4 sur route et 20,6 sur autoroute. Le tout donne une consommation mixte de 14,5 kWh au 100. Avec ces consommations et la taille de la batterie de 52 kWh, ça nous donne les autonomies suivantes: 444 km en ville, 456 km sur route, 252 km sur autoroute de 100 à 0%, mais surtout 177 km sur autoroute de 80 à 10%, c'est-à-dire entre deux bornes. L'autonomie mixte est de 359 km pour un WLTP
à 409. Et donc, tout le long de notre essai, le tableau de bord de la voiture nous indique avoir consommé 30,56 kWh. On a mis la voiture à recharger à 100% et la borne nous indique avoir envoyé 36,34 kWh, ce qui fait un écart à la recharge de 18,9%. Alors là, il faut qu'on fasse une petite pause. C'est quoi l'écart à la recharge? C'est l'écart entre ce que la voiture nous indique avoir consommé et ce que la borne a réinjecté dans la voiture pour la remettre à 100%. Cet écart, il peut provenir de quoi? Il provient d'abord du chargeur parce que le chargeur a des pertes, mais cet écart peut aussi provenir d'un compteur de consommation déficient. Or, Automobile Propre a publié un article récemment sur la Renault 4 indiquant que le compteur de consommation de cette voiture semblerait justement déficient. En étant trop optimiste, il supprimerait jusqu'à 2 kWh au 100 de la consommation réelle, alors que la Renault 5 ne présenterait pas ce problème. Et effectivement, nous dans nos stats, la Renault 5 elle avait un écart à la recharge de 15,1%, alors que la Renault 4, on l'a vu, a un écart à la recharge de 18,9%. Donc il y a un écart effectivement. Par contre pour nous, le compteur il triche pas de 2 kWh au 100, c'est pas possible. Si on augmente toutes les consos qu'on a eu pendant tout notre essai de 2 kWh au 100, ça ferait un écart à la recharge à la fin de 5% environ. C'est pas possible. Les meilleurs font 12. Pour nous, pour retomber sur le même écart à la recharge que la Renault 5, il faudrait rajouter 0,5 kWh au 100 à la Renault 4 et pas 2. Maintenant, c'est difficile de savoir d'où vient cet écart. On fera pas de conclusion là-dessus, mais effectivement, il y a un petit écart par rapport à la Renault 5. Quoi qu'il en soit, notre classement à nous, il est basé sur la conso à la prise. Donc que le compteur mente ou pas, son classement, ça sera le vrai classement de consommation d'électricité de la Renault 4. Allez, on continue dans les chiffres. Si on applique cet écart à la recharge à la conso mixte, on passe de 14,5 à 17,2 kWh au 100. Et du coup, la Renault 4 se classe 17e sur 46. D'ailleurs, le classement, le voici. La Renault 4 se classe juste derrière la Tesla Model Y Propulsion et avant la Kia Niro EV. La Renault 5, elle, se classe 14e. A noter qu'au final, les consommations des Renault 4 et Renault 5 sont quasiment équivalentes. Et en même temps, c'est normal, Renault nous avait dit qu'ils avaient beaucoup travaillé sur la partie chauffage clim et lors de nos essais à 22 degrés, le chauffage et la clim travaillaient pas trop. Ça aurait été illogique de voir des gros écarts de consommation entre les deux voitures. Avec tous ces chiffres, on simule un temps pour parcourir 1000 km d'autoroute et la Renault 4 se classe 33e avec 11h20 de trajet. C'est mieux par exemple qu'un Kia e-Niro et c'est 7 minutes de mieux qu'une Hyundai Inster. En termes de vitesse de recharge, la Renault 4 se classe 29e avec une vitesse de charge moyenne de 354 km rechargés par heure de charge. Évidemment, c'est pas terrible. La meilleure du classement charge à une vitesse de 1000 km par heure de charge. Au niveau des tarifs de recharge, eh bien à la maison, en partant sur une conso mixte et un tarif du kilowattheure de 20 centimes d'euros, on est à 3,40 € les 100 km. Mais évidemment, on ne prend pas l'autoroute tous les jours et on peut avoir un forfait d'électricité beaucoup moins cher qui peut sûrement faire tomber le prix du 100 km à 2 € environ. Et sur l'autoroute, comptez 12,20 € les 100 km au tarif de 59 centimes le kilowattheure. Et enfin, en termes de freinage régénératif, on l'a vu, 136 mètres pour passer de 80 à 0 km/h en one pédale. C'est quand même 26 mètres de moins que la Renault 5 qui n'a pas de one pédale. Et ça fait partie des meilleurs élèves sur ce point. Et si vous voulez consulter tous ces classements et tous ces tableaux mis à jour en temps réel, c'est sur la chaîne ev.fr. Bon bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker cette vidéo si c'est le cas. En tout cas, je sais pas toi, mais je trouve que cette voiture ne souffre d'aucun gros défaut. 2-3 petits problèmes d'ergonomie qui pourraient être réglés, mais sinon, je trouve qu'elle a aucun défaut. Avec cette conso d'autoroute, ça devient une voiture qui peut servir comme voiture principale. Vous l'avez vu lors de mon road trip, hein, franchement, c'était pas un enfer. Des aides à la conduite cool, un aménagement intérieur qui peut être très cool. Bientôt une version qui arrive avec un toit en toile. Elle mériterait peut-être un peu plus de modularité. C'est pas la banquette arrière qui coulisse. C'est pas un Inster. Mais le coffre est grand, bas et tout. Enfin, moi j'adore. Allez. Bon bah il est temps de se quitter. Du coup à la prochaine pour une autre vidéo. Salut. La bise. On va vraiment se concentrer sur l'auto. Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, tu fais des signes comme ça, j'ai l'impression d'être dans un avion et de faire. Le mec, il y a un Boeing qui arrive ou quoi là? Tu veux le parquer ou quoi? Bon, bref.